Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Le Japon appuie la Guinée dans la réalisation d'édifices d'intérêt public à hauteur de 300 000 $ américains. La signature de convention a eu lieu à Conakry. À New York, la 59e session des Nations Unies sur la condition de la femme a clos ses travaux sur une note d'espoir. Les échos de cette rencontre dans un instant. À Boké, les éleveurs sont confrontés au vol de bétail, le manque d'eau et d'alimentation. Ils ont exprimé leurs préoccupations au ministre de l'élevage en visite dans la préfecture. Avant de développer ces titres, ce message départ à son Excellence M. Béji Caïd Essebsi, président de la République de Tunisie. Excellence, Monsieur le Président, nous avons appris avec une vive émotion l'affligeante nouvelle de l'attaque terroriste perpétrée au musée du Bardo, au lieu de la culture tunisienne et mondiale. En ce moment de grande tristesse, nous voudrions vous exprimer notre totale solidarité face à cet acte lâche et ignoble, contraire aux valeurs de tolérance, de paix et de liberté que rien ne peut justifier et que nous condamnons avec la dernière énergie. Nous saisissons également cette occasion pour vous adresser à votre Excellence, au peuple ami tunisien et aux familles touchées nos sincères condoléances. En vous assurant de ma compassion, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance renouvelée de ma très haute considération, professeur Alpha Condé. Activité de la primature, Mohamed Seyd Fofana s'est entretenu avec les acteurs impliqués dans la riposte à Ebola pour finir avec les réticences et rompre les chaînes de contamination. La rencontre a mobilisé agents de santé du secteur public et privé, les religieux, la Croix-Rouge élargie aux forces de l'ordre. Compte rendu Ousmane Bangoura, Kabassouma. Dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, le gouvernement guinéen est déterminé à plus que jamais à briser la chaîne de contamination et les poches de résistance. Selon la coordination, la situation épidémiologique à Conakry, les communes de Ratoma et de Matoto constituent l'épicentre du virus Ebola. C'est justement pour évaluer le chemin parcouru dans l'éradication de l'épidémie que le Premier ministre, Mohamed Seyd Fofana, échange avec l'ensemble des acteurs impliqués dans cette lutte contre le virus. Ce sont vraiment des initiatives, des très bonnes initiatives qui vont amener tout le monde, sans exception, à vraiment s'impliquer pour qu'on boute hors de la Guinée cette maladie. À travers nos comités de veille, que tous les cas, toutes les informations soient remontées au niveau de la coordination communale afin que des bonnes dispositions soient prises. Cette rencontre qui a regroupé les leaders religieux, les partenaires, les agents de santé du secteur public et privé, élargie aux forces de l'ordre, aura permis au Premier ministre d'inviter les acteurs à respecter les consignes selon les normes conventionnelles. Cette revue commune par commune nous a permis de comprendre beaucoup de choses, de proposer, n'est-ce pas, des démarches pour renforcer l'action qui a été déjà engagée sur le terrain. Nous sommes confiants qu'avec l'engagement de tout le monde, cela va marcher. Mais j'en profite pour dire aux populations de Conakry que le défi est encore très grand. Il faut que chacun retrousse la manche. Il faudrait que nous acceptons d'envoyer les malades dans des centres de traitement. Il faudrait que chacun se dise que si un frère vient d'un village, que si un cousin vient d'un village, il doit d'abord, s'il est malade, il doit être présenté à un centre de traitement. Ceux qui ne le font pas s'exposent eux-mêmes à la maladie, leur famille, leur voisinage et, n'est-ce pas, leur quartier. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se faire? Les imams vont se redéployer. Cette fois-ci, ils ne tiendront pas des meetings au centre islamique ou, n'est-ce pas, dans les grandes mosquées, mais ils vont aller dans les quartiers pour informer les populations que les décès communautaires sont un signe que les gens continuent de garder les malades à domicile. Et c'est là qu'il faut traiter. Mais au-delà, nous avons constaté que le délai de réaction de certains services chargés de la riposte sont trop longs. Il faut aussi inviter les services de sécurité à s'assurer que les transferts de corps sont systématiquement interdits et que toute personne qui sera coupable de cela, n'est-ce pas, subit la rigueur de la loi. Cette nouvelle stratégie du gouvernement, avec l'implication de tous, devrait à coup sûr nous permettre de vaincre dans les prochains jours le virus Ebola. Dans la foulée, cette tournée de sensibilisation du ministre de la Communication et celui de la Santé, Alouseni Makanera Kake et colonel Rémi Lama, étaient dans la préfecture de Forêt-Caria pour une campagne de sensibilisation contre Ebola. Ils ont invité la population à un changement de comportement afin de rompre la chaîne de contamination du virus Ebola. Plus de précisions avec Habib Thiam.
3 heures de navigation risquée pour la coordination nationale de riposte à Ebola. Elle vient sensibiliser Mabala, ce village insulaire de Forikaria, au respect des mesures de précaution contre l'épidémie. Je voudrais dire à la jeunesse de Mabala que ce que nous sommes en train de mener aujourd'hui comme lutte, c'est leur lutte à eux. Toutes les sociétés qui étaient à Forikaria sont toutes parties. Si ces sociétés étaient là, beaucoup de ces jeunes allaient trouver de l'emploi pour s'occuper de leurs parents. Mais à cause de la maladie d'Ebola, les sociétés sont parties et ils sont réduits à l'état de chômage. Cet habitant est parmi les personnes guéries d'Ebola. Aujourd'hui, l'épidémie est en perte de souffle, mais la lutte doit être renforcée et mieux coordonnée dans la localité. Nous avons reçu des promesses fermes de la part des femmes, des jeunes, des hommes et des religieux de faire en sorte, s'il y a un seul cas de maladie, de mettre l'intéressé rapidement à la disposition des structures sanitaires. L'équipe poursuit son offensive dans les différentes localités de Forikaria. Son défi, gagner le pari des 60 jours contre Ebola. Coopération, le Japon aux côtés de la Guinée pour la réalisation d'édifices d'intérêt public. L'école primaire de Sonfonia dans la commune de Ratoma verra bientôt sa capacité d'accueil doublée alors que la Croix-Rouge, elle, sera dotée d'un nouveau centre de formation. La signature de ces deux conventions, dont le coût global de réalisation s'élève à près de 300 000 $ américains, a eu lieu ce mardi. Reportage Maïmouna Beladiallo. Créée en 1984, la Croix-Rouge guinéenne participe activement à la gestion des catastrophes et des risques. Mais le manque de local et de meubles paralyse les activités de cette ONG humanitaire. Pour donc soulager ces travailleurs, le gouvernement japonais a déboursé près de 126 000 $ américains pour la construction et l'équipement d'un nouveau siège de la Croix-Rouge guinéenne. Cet édifice R+1 comprendra des bureaux et une salle de formation des volontaires. Ce centre va servir non seulement la formation en premier secours, et également la formation dans le cas des épidémies, telles que l'épidémie que nous gérons aujourd'hui. La coopération guinéo-japonaise est particulièrement basée sur le développement des ressources humaines. En témoigne cet autre projet d'extension et de rénovation de l'école primaire de Sonfonia 1 pour plus de 168 000 $ américains. Le projet construira donc cette nouvelle salle de classe. Une direction fournira le mobilier nécessaire et procédera à des travaux de rénovation des salles actuelles. Le Japon a également à cœur de continuer à s'occuper du développement à long terme. Un geste qui n'a pas laissé indifférentes les autorités communales de Ratoma. Monsieur l'ambassadeur, votre pays n'a pas cessé d'accompagner la Guinée dans toutes les circonstances que nous avons connues. Tout ce que vous avez posé comme acte, nous en sommes fiers et nous en sommes reconnaissants. L'école primaire de Sonfonia 1, créée en 1959 avec 3 salles de classe, compte aujourd'hui 1105 élèves, 14 groupes pédagogiques pour seulement 7 salles. La qualification de l'école guinéenne au cœur des préoccupations des autorités en témoigne le jumelage de l'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar et l'École nationale supérieure des Bits de Rabat. Les experts marocains sont à Conakry pour un transfert de compétences et de stratégies pédagogiques avec leurs confrères guinéens. Reportage Sabartin Fancinadounou. Au mois d'avril 2014, l'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar et l'Université Titi Camara, aujourd'hui Université Roi Mohamed VI de Conakry, ont signé une convention de partenariat avec l'École nationale supérieure des mines de Rabat et l'Institut supérieur des mines de Marrakech. Le jumelage est axé sur la formation des formateurs, l'échange des étudiants pour les stages et la construction des bibliothèques en faveur des deux universités guinéennes. Pour renforcer ces partenariats et promouvoir les activités, les responsables de la partie guinéenne invitent leurs homologues du Maroc à participer à la cérémonie d'inauguration de l'Institut de Kamsar qui porte le nom de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Nous disons que la Guinée, c'est un pays minier. Et si c'est vrai que c'est un pays minier, alors il faut avoir des compétences locales pouvant nous permettre d'explorer, d'exploiter et de transformer nos minerais sur place.
Pour l'École nationale supérieure des mines de Rabat, c'est le chef du département des sciences de la terre qui représente l'institution. L'Institut universitaire Mohamed VI est un autre symbole de la fraternité entre les deux pays. Je suis très content d'être parmi mes frères. Je suis venu pour concrétiser donc, ce qu'on a signé entre les deux institutions à Rabat. Et effectivement, il y aurait des tables rondes, des séances de travail avec mes collègues guinéens. Autres invités en provenance du Maroc, ce sont les cadres des bureaux d'études. Il s'agit du directeur général du laboratoire de contrôle des matériaux et des sorts de Rabat, de celui d'une entreprise d'études high-tech de Rabat et le directeur délégué de GNV et conseiller technique. Tous viennent partager leurs expériences avec les encadreurs de l'Institut Polytechnique, Roi Mohamed VI de Kamsar. Nous sommes toujours derrière notre roi, nous le suivons là où il va et on va veiller à la veille technologique et scientifique de l'université en apportant toute notre expérience qui date depuis des années. On a une expérience de plus de 35 ans dans le domaine du laboratoire et du bâtiment. Pendant leur séjour en Guinée, les hôtes de l'Institut Roi Mohamed VI de Kamsar visiteront les installations de ces universités guinéennes et quelques entreprises minières partenaires. Éducation toujours, réunion de concertation des cadres de l'enseignement technique privé. Plusieurs questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Les participants ont notamment planché sur la caducité de leur programme d'enseignement et le manque de subventions. Le point avec Alia Kamara. 65 des 80 écoles et institutions d'enseignement technique privé ont pris part à cette rencontre d'échange. Il est question pour ces acteurs d'examiner plusieurs points comme l'épineuse question de subventions de l'État. Les fondateurs des établissements privés d'enseignement technique n'ont qu'une seule mission, qualifier leur secteur d'activité. La politique du gouvernement, c'est de voir comment renverser la situation par rapport aux professionnels. Et c'est ça qui nous réunit ce matin, pour que nous puissions dégager les grandes lignes pour mieux dynamiser l'école professionnelle privée guinéenne. Outre le manque de subventions qui pose problème, l'enseignement technique privé a une autre réclamation en attente depuis très longtemps, l'orientation des admis au baccalauréat. Nous disons que tous les bacheliers ne méritent pas d'aller à l'enseignement supérieur. Il y a des critères. Je pense qu'on peut définir des critères pour mettre les uns à l'enseignement technique et les autres à l'enseignement supérieur. De toute façon, l'enseignement supérieur, c'est la crème. Et ça va aussi désengager un peu l'enseignement supérieur pour essayer de ramener, n'est-ce pas, la pyramide à sa base normale. Le quota prévoit 2 tiers des admis du bac pour les établissements publics et l'autre tiers pour le privé, mais des étudiants systématiquement orientés vers les universités privées. Un énorme déséquilibre sur la chaîne de la formation, alors que pour un pays en développement, le besoin des cadres moyens est encore plus grand. Nous avons organisé cette réunion pour échanger avec les fondateurs sur les possibilités de réorganisation de ce type de formation, de ce système de formation des jeunes dans notre pays pour encore donner plus d'élan à la formation professionnelle dans notre pays. Cette rencontre est aussi une réunion préparatoire du forum sur l'enseignement technique privé. Même si aucune date n'est encore avancée par prudence, l'événement devrait permettre d'actualiser les programmes d'enseignement du secteur. Le plaidoyer pour le respect des droits des femmes débattu à New York en marge des travaux de la 59e session des Nations Unies sur la condition de la femme. Les experts onusiens et africains font le bilan de la mise en œuvre de la déclaration de Beijing relative à l'égalité entre hommes et femmes et les mutilations génitales féminines. Il s'agissait de voir comment réduire la mortalité maternelle et infantile. Fatoumata Samoura, depuis New York. Le développement humain durable ne saurait être achevé que si l'égalité entre hommes et femmes est effective. Les Nations Unies font sienne la lutte contre les violences basées sur le genre. La 59e session des Nations Unies sur la condition de la femme encourage les États membres à œuvrer pour l'égalité des chances entre hommes et femmes. À Beijing, plus souvent, force est de reconnaître que l'autonomisation des femmes reste toujours un challenge difficile à réaliser par certains pays. La Guinée, si nous continuons le cap actuel, si nous poussons comme ça, c'est-à-dire que le gouvernement, la société civile, les partenaires au développement, si nous tous, nous nous mettons ensemble,
dans la même direction pour lutter contre cette pratique, je suis sûr que nous pouvons renverser la tendance et nous pouvons même être classés parmi les meilleurs. Présentes dans toutes les sociétés, malgré leur niveau de développement, les violences faites aux femmes se manifestent sous plusieurs formes. Le faible accès au crédit ou encore la faible représentation des femmes aux postes de prise de décision. Des défis à relever par des pays encore en retard dans la mise en œuvre de la plateforme d'action de Beijing et des instruments nationaux de lutte contre les violences basées sur le genre. Il faut dire qu'avec l'adoption de cette résolution et d'autres résolutions connexes pour lutter contre les violences basées sur le genre, ça a fait vraiment faire des progrès. Cet examen des progrès réalisés dans le programme de déclaration de Beijing et la lutte contre les violences basées sur le genre prouve à suffisance que l'autonomisation des femmes préoccupe toutes les nations. Peu après cette rencontre, la ministre de l'Action sociale reçoit une distinction honorifique pour son engagement sans faille dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Tout un honneur pour la Guinée. La 59e session des Nations Unies sur la condition de la femme a clos ses travaux sur une note d'espoir, une plateforme d'échange qui aura permis aux participantes de débattre d'un sujet commun, celui de défendre les droits de la femme. Safia Toukonde, envoyé spécial. La 59e session des Nations Unies est aussi une opportunité pour les groupements de femmes de se réunir et d'échanger. Comme l'an dernier, la coalition des femmes et filles de Guinée est activement impliquée dans les travaux. Elle participe notamment aux différents forums qui débattent de l'apport des associations de femmes. Plus de 20 Guinéennes issues des ONG et associations représentent la COFIG à New York. L'enjeu est de soutien pour accélérer le processus d'autonomisation des femmes à Conakry. C'est de voir dans l'ensemble, et la société civile, et le gouvernement, tous ensemble qu'on se donne la main afin que cette autonomisation des femmes, tant demandée, qu'on puisse être aussi apaiser ce problème au niveau des femmes et voir un peu l'égalité entre les sexes. Ici, les femmes apprennent à mieux se connaître pour harmoniser les stratégies de lutte afin d'atteindre ensemble l'objectif commun, celui d'atténuer, sinon d'éradiquer le phénomène de femmes battues, violées ou soumises à l'esclavage sexuel. Nous cherchons à être le plus que possible à toutes les rencontres, les différents panels, au débat général, partout où nous sentons que nous pourrons puiser quelque chose. Nous savons que la COFIG pourra atteindre ses objectifs. Nous avons échangé avec beaucoup de groupements féminins des autres pays. La Guinée est valablement représentée parce que cette femme, cette ministre des Affaires sociales et de la promotion féminine de l'enfance a véritablement défendu le gouvernement guinéen pour son ouverture pour la paix. Au sortir de cette session où l'expérience guinéenne est présentée, l'espoir de tous est de voir l'application des lois ratifiées en faveur des femmes pour un monde sans violence basé sur le genre. À Nzérékoré, le Centre Citoyenneté et Paix vient d'organiser un atelier de restitution sur les violences faites aux femmes. Il s'agissait de faire un plaidoyer pour l'accès des femmes à la justice. Le projet est financé par l'Association du barreau américain et l'USAID. Il est piloté sur le terrain par le NDI, National Democratic Institute. Algassi Moubar. Le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix poursuit ses efforts pour la consolidation de la paix, mais aussi l'implication des femmes dans le processus de prise de décision. Pendant 4 mois, le centre FECPA, en partenariat avec Même Droit pour tous, Avocats sans frontières et Organisation catholique pour la promotion humaine, a réalisé une étude de documentation sur les violences faites aux femmes dans les régions de Kankan et de Zérékoré. Cette étude a concerné les villes de Lola, de Zegbela, de Koulé, de Gweke et de Zérékoréville. Cette journée que nous avons eue aujourd'hui ensemble fera pignon sur rue afin que d'autres activistes de défense des droits des femmes dans la région de Zérékoré puissent nous aider dans cette lutte sur le respect des droits des femmes. Cette activité a été financée par l'Association du barreau américain et l'USAID pour un plaidoyer à l'accès des femmes à la justice. Nous, les femmes, nous sommes les baromètres de la société. Nous ne voulons plus vraiment que ce tel acte arrive à nous femmes. Nous qui donnons naissance, nous qui prônons pour la paix dans notre société.
Je voudrais, au nom de l'ensemble des autorités de la région, des préfectures et des collectivités à la base, vous rassurer de notre disponibilité et de notre engagement. À la faveur des réformes en cours, il est important de saisir cette opportunité de volonté politique pour voir le droit de la femme respecté. Cela en adoptant ce projet de code civil révisé. Cap à présent sur Bruxelles où se tient la 29e session des réunions parlementaires Union européenne pays ACP. Le financement des investissements dans les pays ACP et les questions politiques dominent les débats. Avant la rencontre, les parlementaires de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont tenu à harmoniser leurs positions. Kamara Boubacar est notre envoyé spécial. Les trois commissions Afrique, Caraïbes et Pacifique harmonisent leurs positions avant l'Assemblée parlementaire paritaire avec l'Union européenne. Le développement économique et surtout le financement des investissements par Bruxelles sont entre autres préoccupations des 119 pays ACP. Les problèmes de financement, les relations entre l'Union européenne, vous savez, c'est comme l'Assemblée nationale chez nous. Nous avons l'aspect législatif et nous avons l'exécutif. Ici à Bruxelles, le Parlement, c'est de ça que nous discutons. Mais à côté du Parlement, il y a la Commission européenne qui représente le gouvernement, si vous voulez, de l'Europe. Et c'est ce gouvernement qui traite avec nous les problèmes de financement, etc., de nos infrastructures. Mais l'Assemblée paritaire est écoutée et a beaucoup d'influence dans la mise en œuvre des politiques de la Commission européenne et des politiques d'aide à... Les affaires politiques sont également au haut de l'agenda de cette session parlementaire ACP Union européenne. 3 résolutions seront prises, mais la Guinée, le Niger et le Mali mettent également sur table la menace sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Les problèmes de sécurité au Mali, des problèmes de sécurité au Niger et autres sont des problèmes qui regardent la Guinée. Ce sont des pays qui sont en train de se déstabiliser aujourd'hui avec l'avènement de Boko Haram. Et il est important que l'Afrique se solidarise et que l'Union européenne puisse en discuter pour savoir quels sont les moyens qui sont à dégager. Vous savez qu'actuellement, il y a une intervention conjointe d'un certain nombre de pays africains, mais évidemment, si le financement peut venir aussi de l'Union européenne, ce serait une très bonne chose. Sur le plan diplomatique, les pays ACP se réjouissent de la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis. La position des partenaires européens est sollicitée. C'est pendant serré que les parlementaires ACP rencontrent cette année leurs homologues européens. En Guinée, les audiences publiques parlementaires se poursuivent à travers le pays. Les députés étaient dans la ville des Agrumes pour expliquer leurs activités au Parlement. C'est Léni de Kindia qui a servi de cadre à la rencontre. Reportage Bernard Tanguinou. Après les régions de Zérékouré, Farana, Mamou et Kankan, c'est au tour de Kindia d'abriter les parlementaires. Les représentants de toutes les structures locales sont venus écouter les 2 députés de la préfecture sur les actions du Parlement. L'événement est salué par les autorités locales. L'audience qui nous réunit ce matin a pour objectif de permettre aux députés de la région de Kindia de rendre compte aux électeurs du travail accompli, les informer des actions, des activités en perspective en 2015 et recueillir leurs préoccupations. Bientôt, les députés vont reprendre leur 2e session ordinaire donc des lois. Il était de bon temps que, après avoir fait tout ce travail, que les députés puissent donc se rapprocher de leur mandat pour leur expliquer tout ce qui a été fait de manière à permettre à ceux-ci de se retrouver dans les décisions qui sont prises et de pouvoir influencer positivement le processus décisionnel au niveau donc du sommet de l'État. Financées par l'USAID et exécutées par le NDI, les audiences publiques parlementaires constituent un espace de dialogue entre élus et électeurs. L'occasion pour les députés de s'expliquer sur la portée des différentes décisions adoptées au cours des sessions de l'hémicycle. Il est de notre devoir, en tant que députés, étant élus, parce que nos mandats sont ici, dans les villages, dans les hameaux, nous faisons même du porte-à-porte pour aller l'explication aux citoyens lambda, pour aller expliquer aux citoyens lambda ce que nous faisons. Parce que si nous en tenons à rester à Conakry sans venir ici dire aux populations ce que nous avons fait pour elles, je crois que notre mission ne sera pas accomplie.
L'audience publique parlementaire de Kindia devrait donc permettre aux députés de la préfecture de recueillir les attentes des populations, ce qui permettra à l'Assemblée d'adopter une ligne de conduite appropriée dans l'exécution de sa mission constitutionnelle au nom des populations. À Boké, le ministre de l'élevage rencontre les éleveurs de la localité. Au menu des échanges, s'enquérir des préoccupations des acteurs impliqués dans ce secteur. Le vol de bétail, le manque d'eau et d'alimentation sont entre autres problèmes auxquels ils sont confrontés. Reportage Abdoulaye Diallo. La saison sèche, une période peu propice à l'élevage. À la recherche d'aliments et d'eau pour leurs cheptels, les éleveurs quittent le haut plateau pour le long du littoral. C'est la transhumance. Une pratique souvent caractérisée par des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Comme les hommes, les animaux aussi ont besoin de la nourriture. Nous souffrons beaucoup pendant la traversée. Maintenant, voulons être soutenus. Une simple formation pourrait nous aider à gérer nos cheptels sur place. Ici, à Bangalan, dans la sous-préfecture de Kamsar, depuis près de 15 ans, ces éleveurs vivent avec les agriculteurs. En mission de travail dans le Kakandi, le ministre de l'élevage dans la langue du terroir apprécie cette cohabitation fraternelle. Je vous demande de continuer dans ce sens, car ce qui vous lie est plus fort que ce qui vous divise. Agriculteurs et éleveurs doivent absolument vivre ensemble. Parce que même quand tu as le riz, tu as besoin de la sauce et vice-versa. À 25 km du chef-lieu de la préfecture de Boki, Tanene, la localité qui abrite le centre d'appui à l'élevage. Un centre de référence qui encadre plusieurs agro-éleveurs. C'est le cas de celui-ci. Mamadou Bouri Diallo affirme avoir nettement amélioré la gestion de son troupeau et la condition de vie de sa famille. Après avoir été établi qu'il est de bonne qualité, le café Ziama est en passe d'une certification pour un commerce équitable. Malgré ce progrès, les producteurs sont confrontés à un manque de financement pour assurer la collecte du café. Ils viennent de lancer une campagne de mobilisation de fonds. Reportage Ibrahima Keita. Après la certification et l'identification géographique, le café Ziama fait du chemin. Réunis au sein de la coopérative Woko, les producteurs se sont lancés depuis quelque temps à maintenir le cap pour un commerce équitable. Si sur le plan international le label Café Ziama fait l'unanimité, il faut toutefois reconnaître que la coopérative est confrontée à un manque de financement au niveau de la collecte chez les producteurs. C'est justement pour faire face à cette contrainte, en vue de satisfaire la demande de plus en plus croissante du café Ziama, que la coopérative Woko a lancé une collecte internationale de fonds. Nous nous sommes intéressés à un site de collecte de fonds qui s'appelle Bluebees. Et Bluebees a bien voulu accepter Woko en lançant, en tout cas, une mobilisation de fonds autour de 20 000 euros. Et cet argent qu'on a mis va être remboursé dans 3 ou 4 mois avec un taux d'intérêt de 2%. Sur un besoin de 20 000 euros, plus de 15 000 sont récoltés sur le site Bluebee en 3 semaines, en dehors de la Guinée. Mais les partenaires sollicitent une participation des Guinéens à ce fonds afin d'assurer la collecte et l'exportation des 20 tonnes de café Ziama disponibles. Il est question pour nous autres, Guinéens, de nous intéresser à cette collecte. Le café Ziama, c'est pour la Guinée. Le café Ziama, c'est un produit local guinéen qui se valorise. Alors, il appartient aux Guinéens aussi de participer à la collecte de ce fonds, à la promotion de ce produit. Le plus urgent est d'atteindre les 20 000 euros dans 14 jours pour l'exportation de 20 tonnes. À rappeler qu'après la certification et l'identification géographique de ce café, la Guinée n'arrive pas à satisfaire la demande du marché international. À l'instar des autres pays, la Guinée célèbre demain, vendredi 20 mars, la 45e journée internationale de la francophonie sous le thème « Jeunesse, environnement, climat ». À cette occasion, le ministre d'État des Affaires étrangères a fait une déclaration que nous commente Marthe Mourad Kamara.
Depuis l'adoption de sa charte par la conférence ministérielle le 23 novembre 2005 à Antananarivo, la francophonie s'investit activement à travers les mutations historiques et les grandes évolutions politiques, économiques, techniques et culturelles pour affirmer sa présence et son utilité dans le monde dans lequel la langue française et les valeurs universelles se développent et contribuent à une action multilatérale originale et à la formation d'une communauté internationale solidaire. Dans cette conscientisation, la francophonie s'est fixée pour objectif majeur la création des liens entre ses membres, le partage de la langue française et des valeurs universelles en faveur de la paix, de la coopération, de la solidarité et du développement durable. Depuis cette date, elle a constamment défendu les valeurs et les idéaux de liberté, de paix, de dignité, de démocratie, des droits de l'homme, du dialogue des civilisations, d'équité et de développement durable. La République de Guinée adhère pleinement à ces principes et idéaux universels. Dans cette dynamique, le monde de la francophonie réunit de nos jours 80 États et gouvernements, dont 57 membres et 23 observateurs qui représentent plus de 900 millions d'hommes et de femmes ayant en partage la langue française et les valeurs universelles. Pour une année consécutive, il est réconfortant de relever que la francophonie place cette journée sous le thème « Jeunes, environnement et climat ». Dans son message, la secrétaire générale de la francophonie a lancé un appel pour la mobilisation effective des forces vives, notamment de la jeunesse, pour que son plaidoyer soit largement relayé à travers des engagements concrets pour la mise en œuvre des actions ambitieuses et responsables. À Paris, la communauté guinéenne célèbre le mois de la femme, une initiative du collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé en 2015 et du groupe Étoile. La soirée a connu la participation de quelques députés de la mouvance et de l'ambassadeur de Guinée à Paris. Compte rendu Yaya Silla, Ibrahima Soribari. Ambiance d'allégresse ici à Ménil-le-Blanc à Paris. C'est la célébration de la Journée internationale de la femme. Plusieurs députés guinéens prennent part à cette fête organisée par le groupe Étoile sous la bannière du collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé. Les femmes guinéennes, plus que jamais, ont leur place dans l'édification d'une Guinée paisible, royante, harmonieuse, radieuse, de débarrasser le virus Ebola. Et cela ne doit plus être un vain mot. Au cours de cette soirée, plusieurs grandes dames guinéennes résidant en France ont rejoint le CRAC de Malick Sankon. L'occasion est opportune pour le secrétaire à l'organisation du CRAC de France pour exprimer les préoccupations des Guinéens vivant en France. Il faudra que prochainement, que Paris ne soit pas la seule circonscription où on doit voter. Parce que dire aux Guinéens de venir voter à Paris, ceux qui sont en province ont toute une difficulté de venir. Qui sont à Marseille, qui sont, comme on appelle, à Laval, à Lyon et ailleurs. Il faudra que partout maintenant, il y a une forte concentration de la communauté guinéenne de France, qu'il y ait un bureau de vote là-bas. Les retrouvailles des Guinéens de Conakry en mission à l'Hexagone et ceux de la France ont permis d'échanger et partager les préoccupations face à l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. Une épidémie qui ralentit l'ambitieux programme du professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé, c'est l'un des dirigeants qui s'intéresse beaucoup à la femme et à l'enfant. Donc c'est tout à fait naturel lorsqu'il y a de telles manifestations que nous venons assister, beaucoup de députés, l'honorable Senkoun Kamara et moi-même, à la fête de la femme guinéenne. Au terme de la soirée, l'ambassadeur de Guinée en France a exhorté la diaspora guinéenne de France à l'unité et à la solidarité. Belle soirée à Paris. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Demain, vous serez avec Marie Touba. Moi, je vous dis bonsoir et à bientôt.